Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Au cœur de l'actu, l'émission d'actualité du soir sur le média. Le média que vous pouvez regarder évidemment sur notre canal 165 de la Freebox sur Molotov et sur le mediatv.fr. Et le média a plus que jamais besoin de vous. L'extrême droite est aux portes du pouvoir, vous le savez, et elle impose ses idées à travers des médias financés par les milliardaires pour apporter un autre son de cloche dans ce paysage audiovisuel toujours plus à droite, voire à l'extrême droite. Le média lance Riposte, une campagne citoyenne cruciale pour bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne. Nous voulons porter plutôt les voix de celles et ceux qu'on n'entend pas ailleurs. Rejoignez-nous et soutenez la Riposte en allant sur le site internet campagne.lemediatv.fr. Et au sommaire de cette émission, journée éprouvante pour les luttes sociales et politiques, malgré des voix toujours plus nombreuses à se soulever. La répression du soutien à la Palestine se poursuit. Et nous serons ce soir avec Anas Kazib, qui devait être jugé aujourd'hui devant la 24e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour un tweet soutenant la lutte palestinienne. C'est cela qui lui a valu d'être poursuivi pour apologie du terrorisme face à une justice surchargée, mais manifestement pas pressé. Le procès a été reporté à juin 2026. Un an de plus pour faire peser la menace judiciaire, un an pour tenter d'intimider un militant politique engagé contre le racisme d'État, la répression syndicale et l'impérialisme. Le contexte ne fait aucun doute. Ce procès s'inscrit dans une offensive plus large, criminalisation de la solidarité avec la Palestine, dissolution d'associations, expulsion de militants et intimidation médiatique, pendant que l'extrême droite rêve de rafles et que le gouvernement court derrière. La solidarité avec la Palestine est devenue un délit, tout comme celle avec les sans-papiers, désormais les cibles assumées de Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur déploie plus de 4000 membres des forces de l'ordre ce mercredi et jeudi pour des opérations de contrôle contre l'immigration illégale qui cachent mal une dérive raciste et une normalisation du contrôle au faciès. On en parle avec mes invités. Anas Kazib, donc, qui est avec nous et qui nous rejoint sur ce plateau qui vient tout juste d'arriver dans les studios du Média. Anas Kazib, bonsoir. Cheminot et membre, on le sait, de Révolution Permanente qui est avec nous ce soir. Bonsoir Anas. Bonsoir, bonsoir Elsa Marcel, avocate au barreau de Paris également. Seine-Saint-Denis, mais... pardon, au barreau de Seine-Saint-Denis également, militante à Révolution Permanente. Et bonsoir Paul Elec, analyste politique pour le Média. Alors, je commence par toi, évidemment. Anas, ce matin devait donc s'ouvrir ton procès. Tu devais être jugé pour apologie du terrorisme, pour avoir posté un tweet dans lequel tu soutenais la résistance palestinienne. L'audience est finalement reportée. Comment as-tu accueilli ce renvoi ? Je pense que dans un premier temps, on était assez dégoûtés de ce report-là. Parce qu'on a travaillé énormément, surtout Elsa et les trois autres camarades avocates qui sont sur le dossier. Je veux dire, après Elsa, elle se revendique jamais, mais pour avoir passé plusieurs journées avec elle, je veux dire, elle passe coup de fil sur coup de fil. Enfin, je veux dire, l'ensemble des témoignages écrits d'Ilan Papé, Richard Fall, que ça soit la présence de Ronnie Broman, Alain Grèche, etc. C'est le fruit du travail de Elsa et des camarades avocates, parce que ça, il faut... pour moi, le souligner, le saluer, c'est-à-dire qu'il y a un militantisme, un type d'avocat révolutionnaire, un nouveau style qui est émis, parce que souvent, on va avoir des avocats qui vont plaider en droit, qui vont plaider une défense plutôt classique. Là, on a essayé de voir comment on transforme les choses un peu façon les procès des années 60-70 tels qu'on a pu les connaître dans l'histoire. Donc c'était beaucoup de travail. Du coup, on est un peu dégoûté parce qu'on avait exigé une salle plus grande depuis longtemps. On avait prévenu qu'il y avait quand même une volonté de se défendre un minimum. Je veux dire, c'est nous qui sommes accusés. On a quand même le droit de se défendre. Donc voilà, ça c'était on va dire à chaud au moment de l'annonce. C'est pesant psychologiquement aussi de devoir attendre encore un an avant de retourner au tribunal.
C'est pesant d'une certaine manière parce qu'on nous occupe à autre chose, quoi. Je veux dire, pendant qu'on est en train de se défendre pour des procès, on n'est pas sur le terrain à faire d'autres choses. Après, je pense que vous suivez un peu Révolution Permanente. On a eu un calendrier assez fourni entre le meeting internationaliste qu'on a fait, les différentes, le congrès de Révolution Permanente qui a eu lieu au mois de février dernier. Je veux dire, on aimerait mettre notre énergie dans autre chose que d'aller chercher des soutiens et autres face à un procès. Mais néanmoins, je pense quand même que c'est une victoire importante ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que réunir plus de 2000 personnes qui correspond aussi à mon parcours militant d'une certaine manière. Moi, j'ai vu des travailleurs de Honnête, ces travailleurs du nettoyage qu'on avait soutenus en 2017 qui étaient en grève dans les gares parisiennes. J'ai vu des camarades de Air France, des camarades de la CGT Placo-Plâtre. Enfin, j'ai vu toutes celles et ceux que dans ma vie j'ai pu soutenir à un moment donné, qui sont venus. Oui, et je précise juste que donc il y avait un rassemblement ce midi devant le tribunal de Paris, plusieurs centaines de personnes, notamment qui ont été interviewées par ma collègue Sarah Dieu, des centaines de personnes donc qui sont venues t'apporter leur soutien malgré le report de cette audience. Ça t'a fait chaud au cœur, on imagine. Oui, c'était important parce que dans le report, je pense que le tribunal, ils se disent bon ben peut-être les gens ils vont pas se déplacer. Au final, les gens sont venus massivement et avec un arc de force, vraiment un bloc de résistance assez important. Où je veux dire, ça va de lutte ouvrière en passant par le NPA, la France Insoumise, Urgence Palestine, CEDEC, la CGT, Sudrail. Enfin, je veux dire, on a rarement l'occasion de pouvoir avoir autant de gens réunis au même endroit et qui vraiment représentent toute la défense que nous, on veut faire de toute cette bataille, en fait, de cet arc de force pour lutter contre le génocide en Palestine. Donc, pour moi, c'est un premier acquis, ce rassemblement, et le fait qu'il y ait autant de monde. Et puis, j'ai envie de dire, peut-être que la justice, elle nous aime tellement qu'elle avait envie de revoir un deuxième rassemblement encore plus important. Donc, on va s'y préparer. On a 1 an pour le faire, 1 an pour marteler notre discours et continuer, quoi qu'il arrive, à être aux côtés de l'ensemble des réprimés, des militants qui se font encore criminaliser aujourd'hui pour leur soutien. Alors je précise juste que ce reportage de Sarah Dieu sur la mobilisation autour de ce procès sera retrouvé sur notre chaîne YouTube, le Média 24/7. Elsa Marcel, oui. Comment expliques-tu ce renvoi lointain de la justice ? En fait, je pense que c'est intéressant, malgré tout ce qui s'est passé avec ce renvoi, même si effectivement, comme disait Anas, nous, on aurait voulu déployer la totalité de notre discours, parce que dans le contexte où on connaît l'actualité du génocide et de la situation palestinienne, on avait vraiment saisi l'occasion de ce procès, non seulement pour faire la défense d'Anas, mais pour faire le procès de l'infraction d'apologie du terrorisme, et puis le procès du génocide en Palestine, où on s'appuyait effectivement sur la quasi-totalité, ou en tout cas la plupart des grands spécialistes de la question palestinienne qui, après des mois de travail, de discussion, parce que c'est aussi des relations politiques qui se tissent à travers ce type d'expérience, acceptaient de témoigner pour la défense. Maintenant, qu'est-ce que ça dit ? Je trouve que ça montre de manière assez symptomatique comment les parquets utilisent ce type d'infraction et comment est-ce qu'en fait, avec l'infraction d'apologie du terrorisme, ils ont le beurre et l'argent du beurre. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Ils ont à leur disposition l'ensemble des outils d'investigation que permet la procédure antiterroriste, puisque maintenant c'est une infraction terroriste et c'est plus le droit de la presse. Donc vous pouvez faire 400 pages de procédure, vous pouvez faire des réquisitions extrêmement intrusives dans la vie privée des gens, vous pouvez utiliser des méthodes de coercition très fortes, mais au moment de trouver une date pour l'audience, là vous prévoyez 1h30 pour 2 prévenus. Donc en fait, faut savoir, soit c'est une infraction terroriste, c'est de la procédure antiterroriste, et dans ce cas on a besoin d'une audience antiterroriste, soit c'est pas une audience antiterroriste et ça dure 1h30, et dans ce cas on comprend pas bien pourquoi ils ont la possibilité de déployer tous ces moyens procéduraux. Et ça montre une autre difficulté de mon point de vue sur cette procédure, c'est qu'il faut savoir qu'on a un parquet qui poursuit des militants politiques sur la base d'une plainte, et je l'ai beaucoup répété, qui a été rédigée par une organisation qui s'appelle la Jeunesse juive française, qu'on a découverte à cette occasion, puisqu'en fait c'est une organisation vraiment opportuniste au sens le plus strict, qui s'est fondée le 7 octobre. Et qui lance des procédures, tous azimuts, contre des militants. Exactement, et sachant que c'est vraiment une procédure, une organisation extrêmement outrancière, qui compare le drapeau nazi au drapeau palestinien, qui explique que parmi les enfants morts à Gaza, c'est sûrement qu'il y a des terroristes, qui dit que Médecins sans frontières a des relations ambiguës avec le terrorisme. Enfin, c'est de la loufoquerie radicalisée idéologiquement, mais ils ont quand même trouvé un procureur qui s'est dit, tiens, celui-là,
je vais le poursuivre. Et donc on se retrouve dans cette situation où en fait, nous on est parti d'un principe simple, c'est que si on veut nous poursuivre politiquement, on va se défendre politiquement. Et oui, se défendre politiquement, ça demande du temps. C'est le minimum en fait quand on impose ce type de pression à des personnes parce qu'on leur reproche des prises de position politique, parce qu'en fait, c'est aussi à double tranchant l'infraction d'apologie du terrorisme, parce que c'est le retour de la criminalisation politique au sens le plus strict, parce qu'on ne vous reproche pas d'avoir... Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de répression politique dans les manifestations, etc. C'est très fréquent, j'en défends plein, mais on va détourner la nature politique de l'infraction en disant vous êtes là parce que vous avez dissimulé votre visage, parce que vous avez jeté un caillou sur la police, parce que vous vous êtes groupé alors que vous n'avez pas le droit, etc. L'apologie du terrorisme, c'est pas ça. C'est clair, net et précis qu'on vous poursuit pour vos propos. Donc après, ce qu'on doit débattre dans une audience, c'est est-ce que ces propos-là, on a le droit de les dire? Et nous, évidemment, on pense que non seulement on a le droit, mais qu'en plus on a raison de les dire et qu'il faut les dire encore plus fort. Donc je veux dire, ce renvoi, ça fait partie des aléas de la défense politique, entre guillemets. On n'a pas la main dessus. Et c'est malgré tout le signe qu'ils ont pris la mesure de l'ampleur de la défense qu'on propose et qu'effectivement, pour ça, il nous faut au moins une demi-journée. Et c'est ce qu'on va plaider du coup dans 1 an. Et vous regrettez donc le caractère politique assez évident de cette procédure. Paul, justement, que dit cette poursuite judiciaire pour apologie du terrorisme, de la situation politique, du climat politique aujourd'hui en France? Je pense qu'en fait, on est tous d'accord dans ceux qui sont mobilisés, notamment pour défendre Anas. Je voulais juste dire, j'ai rencontré des gens ce matin au rassemblement qui étaient venus de Dijon. Ça dit quelque chose quand même de ce qu'il a été capable de rassembler avec d'autres sur le front politique anti-répression. Et en fait, cette répression, elle est le nom du fait que dès le 7 octobre et très vite après, les politiques de répression assez traditionnelles, désormais maintenant du mouvement social, se sont déclenchées. Il y a eu des interdictions de manifester, il y a eu des amendes forfaitaires données et on a saisi au gouvernement la situation en Palestine pour organiser une politique intérieure. Intérieure, c'est-à-dire une politique de répression des militants qui n'a rien à voir avec la situation sur place, dans le sens où, si vous regardez tous ces débats sur la question de l'apologie du terrorisme, etc., ne font pas partie des coordonnées politiques en Palestine. En Palestine, vous avez des gens, y compris des gens qui sont idéologiquement opposés au Hamas, qui ne remettraient jamais en cause le mot de résistance pour qualifier l'ensemble des factions et organisations qui, par le fait du contexte colonial sur place, ont toutes des branches armées, ont des branches prisons, ont des spécificités du développement politique dans le contexte colonial qu'ils ont vécu. Et en fait, sur place, encore une fois, même les opposants au Hamas ne nieraient jamais le terme de résistance pour les qualifier. Donc c'est bien que c'est un débat franco-français qui a pour but de réprimer des gens qui en fait ont refusé le narratif politique qui est à la fois celui de M. Netanyahou mais à la fois celui de la France, c'est-à-dire un narratif de guerre des civilisations, un narratif raciste et un narratif de soutien à la colonisation. C'était ça le mot du soutien inconditionnel. Donc cette opération politique, elle s'est faite auprès de différents responsables politiques, associatifs, syndicalistes. Et on voit bien qu'il s'agit simplement de briser ceux qui sont encore en capacité ou dans la volonté de refuser le discours et l'agenda du pouvoir en France. Un point, c'est tout. On entend de plus en plus l'exécutif, mais aussi la classe politique dans son ensemble regretter tout de même si, évidemment, le terme de génocide n'est pas encore entré dans le langage général, mais on entend des personnes regretter ce qui se passe à Gaza. Pourquoi maintenir quand même cette chape de plomb sur les militants pro-Palestine? Parce que déjà, ce serait perdre la face. Ce sont des gens qui ont justifié l'injustifiable. Il n'y a aucune base de raison en termes de valeurs, d'éthique personnelle, de morale ou même de regard des faits historiques sur ce qui s'est passé à Palestine pour obtenir la position qui a été celle du gouvernement, à savoir soutien inconditionnel à un massacre, à un nettoyage ethnique et à la commission de crimes contre l'humanité. Donc tout d'un coup revenir en arrière, ce serait donner raison en fait à la défense et à tous ceux qui ont dit mais on est réprimé parce que l'on dit, parce que ce que l'on dit gêne et pour ce que l'on est, à savoir des militants, des syndicalistes, encore une fois des gens qui sont activement dans le combat politique, dans le fait de vouloir revendiquer une autre direction intellectuelle et morale à la société et donc d'autres politiques, d'autres rapports. Parce que derrière aussi cette vague de répression sur la question impérialiste, c'est aussi ce qui joue, c'est la bataille sur la fracture raciste qui existe en France aujourd'hui. Et on va en parler en deuxième partie sur le sort qui est fait des personnes qui sont traquées parce qu'ils ont un statut administratif de sans-papier, pour la faire courte. Et c'est aussi dans cette bataille. Donc je pense que c'était se dédire pour eux et c'était tenir une position. À partir du moment où vous avez pris une position qui est indéfendable à tout regard, et vous la tenez jusqu'au bout et vous passez en force. D'ailleurs, les gouvernements nous ont-ils habitués à autre chose que le passage en force lorsqu'ils sont désavoués massivement et dans la population?
Anas, tu regrettes que l'évidence de plus en plus avérée de ce génocide à Gaza n'ait pas joué simplement pour un abandon des charges contre toi? La réalité, c'est que le procureur pourrait abandonner les charges, mais le moment où en fait il y a une convocation, c'est le juge derrière qui décide. C'est-à-dire que c'est assez incroyable. Vous pouvez avoir par exemple demain le procureur qui dit bon, moi je laisse tout tomber, et le juge il peut dire bah ok, moi je m'en fiche de ce que dit le procureur, moi je vous écoute, qu'est-ce que vous avez à dire, et il peut même te filer une peine encore plus lourde que ce que pourrait demander un procureur. C'est ça la réalité de la situation. Donc le moment où en fait il y a un parquet qui a donné du grain à moudre à je veux dire une organisation totalement, c'est une mascarade. Je veux dire, c'est pas que loufoque, Faut trouver le je veux terme dire, adapté. c'est tellement, enfin déjà ils étaient seuls. Moi je pense que c'est une grande victoire parce que par rapport aux autres procès qui ont existé, que notamment Elsa a plaidé et d'autres camarades, généralement ils sont 7, 8, 9 organisations et associations sionistes qui sont là. Là ils étaient seuls. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y avait personne qui avait envie de se coller à eux face à Révolution Permanente. Ça, c'est enfin, je veux dire, moi, sincèrement, mon scénario du matin, c'était d'arriver, qu'il y a des gens limite avec des pancartes qui essayent de m'insulter ou quoi que ce soit, une bordélisation. Enfin, je me suis dit, ils vont se faire plaisir. Je veux dire, on a fait une telle campagne à l'échelle internationale. Il y avait l'AFP, Le Monde Diplo, Mediapart, Libération, Le Figaro. Je veux dire, média aussi. Le média aussi, pardon. Ben, j'y suis, c'est pour ça que je ne vous ai pas cité en particulier. Les meilleurs à la fin. Bien sûr. Mais je veux dire par là, c'est aussi une tribune que eux cherchent. Et je m'attendais à ça. Et au final, en fait, ils étaient seuls, isolés. Et le pire, c'est qu'en fait, il n'y a même pas de conclusion. Parce que il n'y a pas d'écriture. Il n'y a pas d'écriture. Pour ceux qui connaissent un peu la justice, généralement, quand on est convoqué, bon, il y a vos avocats à vous qui font des conclusions, qui expliquent ce qu'ils vont plaider, pourquoi vous n'êtes pas... on considère que vous avez commis aucun crime. Et puis la partie adverse, elle se doit quand même de prendre un stylo bic et une feuille A4 et écrire quand même pourquoi t'es un apologue du terrorisme. T'as fait une plainte signée par 50 avocats, bah va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils sont tellement fantaisistes, ces gens-là, qui viennent le jour d'un procès comme celui-là, avec rien. C'est-à-dire ils sont même pas capables d'avoir mis un document sur table pour expliquer pourquoi ils attaquent. Parce qu'ils savent qu'il y a strictement rien et que la seule chose que eux veulent de ces procès-là, c'est d'essayer d'en faire du trollage général, d'essayer de salir les gens et d'avoir une tribune politique. Et ils n'ont pas eu cette tribune. La seule tribune qui a existé, ça a été la nôtre et ça a été celle de la dénonciation et de la criminalisation des soutiens au peuple palestinien. Le procès qu'on a voulu faire du génocide en Palestine, et ça les a mis mal, je veux dire. Donc, pour moi, il va falloir qu'on se penche de plus en plus sur cette organisation-là, parce qu'il y a un parquet qui leur donne du grain à moudre, et ça, c'est quand même profondément scandaleux, quoi. C'est-à-dire qu'ils le ressortent comme ça, ils t'attaquent, et puis il y a un parquet qui dit ah tiens, bah lui, je vais le choper et je vais enquêter sur ce qu'il dit ou il dit pas, etc. Et même ça va même bien plus loin que la question de la Palestine. Je veux dire, on prend mes paroles, mes meetings sur Naël, sur l'imam Majoubi, là, si vous vous souvenez, c'était l'imam qui avait dit les drapeaux tricolores, qui a été expulsé par Darmanin. On va dire il soutient des imams, etc. Enfin, c'est vraiment une volonté de faire taire la parole politique et celles et ceux qui s'expriment, avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Avec plusieurs accusations fourre-tout, basées sur du racisme au final. Et il y a autre chose que ça montre, en tout cas ce report-là, c'est que bon, si on était apologue du terrorisme, je veux dire, d'un point de vue juridique et judiciaire, ça va. Parce que franchement, l'apologue du terrorisme, pour des propos soi-disant au mois d'octobre 2023, on a le temps de reporter fin 2026, après des massacres et des massacres du peuple palestinien. Il y a un cours qui dirait du laxisme vis-à-vis de l'apologie. Oui, il fallait appeler CNews. Ils peuvent dire ça. Nous, ça nous allait très bien de pouvoir plaider et de faire le truc aujourd'hui, parce que je pense que de toute façon,
comme tu l'as dit, la situation, elle est tellement terrible aujourd'hui. Je veux dire, on a eu encore cet éclat dans de l'obscurité qu'a été la flottille pour la liberté, l'action des dockers de Marseille ou de Gênes, etc., qui ont montré en fait que la situation se réchauffe. Il y a un sursaut nouveau. C'est pas encore, c'est pas la révolution, je ne sais quoi, mais il y a quand même une nouvelle étape là qui est en train de réapparaître dans la période pour le peuple palestinien. Et que je pense que c'est bon courage pour aujourd'hui essayer de condamner des gens qui dénoncent un génocide. Donc l'un dans l'autre, bon, dans un an, je dirais, malheureusement, les morts en Palestine ne vont pas sortir des tombes et on va au contraire encore voir plus de morts. Et avoir encore plus d'informations sur ce qu'a été la réalité de ce génocide, avec peut-être quelque chose là qu'on est tous en train de suivre, c'est la situation entre Israël et l'Iran, la possibilité d'un affrontement important au Moyen-Orient si les États-Unis rentrent aussi dans la chose, et donc on va être dans une autre stratosphère d'ici un an, quoi. Alors Elsa, est-ce que ce qui peut nous permettre de contester ce délit d'apologie du terrorisme, c'est aussi d'établir un parallèle sur le fait que ceux qui se font les apologues des crimes de guerre et de génocide à Gaza ne sont jamais poursuivis. On entend très peu de procédures pour apologie de crimes de guerre contre les voies du sionisme. Est-ce que cela permet de contester justement ce délit, les fondements de ce délit d'apologie du terrorisme? Exactement. En fait, ça le permet sur un terrain politique, parce que sur un terrain juridique, ils ont un peu tout prévu. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, moi, je suis pas là pour juger un tel, moi, je suis là pour juger ce dossier-là. Donc, eux, ils ont tout le temps des démarches de dépolitiser les choses. Mais bien sûr, et d'ailleurs, c'est une des conséquences. Moi, je parle beaucoup depuis 1 an et demi, du coup, Anas le disait, mais j'en ai plaidé un certain nombre des dossiers d'apologie du terrorisme. Et en fait, c'est aussi un des effets pervers de cette loi de 2014 du Parti socialiste, qui ressort l'apologie du terrorisme du délit de presse, contrairement à l'apologie de crimes de guerre et l'apologie de génocide, etc. Donc en fait, ce qui permet pour l'apologie du terrorisme de poursuivre avec les moyens antiterroristes, de poursuivre en comparution immédiate, de condamner jusqu'à 7 ans de prison, etc., d'avoir des délais de prescription très longs, puisqu'en droit de la presse, c'est 3 mois. En apologie du terrorisme, c'est des années. Alors que, pour le reste, pas du tout. Mais en fait, c'est très politique, parce que je pense que dès 2014, le Parti socialiste, quand il faisait ça, il voyait comment est-ce que cet outil-là pouvait permettre, si tu l'utilisais de manière extensive, de réprimer tout un pan du débat public qui pose beaucoup plus de problèmes à la France. Parce qu'en fait, effectivement, à partir du moment où on est dans un pays où on nous explique qu'il n'y a absolument pas de génocide en cours, je veux dire, personne n'est en train de faire de l'apologie du génocide ici. Je veux dire, pour les procureurs, c'est ce qu'il a écrit Éric Dupond-Moretti dans sa circulaire du 10 octobre 2023, c'est très clair. C'est maintenant, vous tous les procureurs, vous poursuivez tous les gens qui, il a dit 2 choses, qui arborent le drapeau du Hamas. Bon, moi, j'ai eu aucun dossier de ce cas. Enfin, je ne sais pas qui arbore le drapeau du Hamas, mais globalement, c'est très marginal. Enfin, moi, j'ai pas eu connaissance de dossiers comme ça. Ou qui présentent le 7 octobre comme une légitime résistance à Israël. Et c'est là-dedans que se sont engouffrées en fait toutes ces procédures, puisque déjà c'est pas la définition du code pénal, c'est la définition d'Éric Dupond-Moretti. Et ensuite c'est là que ça permet un débat extrêmement confus et extrêmement large, qui consiste à dire toutes celles et ceux qui présentent, mais même pas le 7 octobre, parce qu'il y a plein de gens qui critiquent le 7 octobre, le mode d'action mobilisé, etc., mais qui par contre disent bah oui, ça s'inscrit dans un contexte colonial préexistant, l'ensemble des organisations du mouvement national palestinien, que tu sois d'accord ou pas avec, ça s'appelle la résistance, etc. Et ça, c'est des trucs que les procureurs ont poursuivi massivement, alors qu'effectivement, quand on regarde l'état du débat public, il y a des gens qui disent des abominations matin, midi et soir. Enfin, je veux dire, je sais même pas, moi, c'est évidemment des choses qu'on soulevait dans le cadre de la défense d'Anas, en disant, on voit bien que le problème, c'est pas la radicalité du débat public, parce qu'en fait, c'est qu'une radicalité à sens unique. Parce que tous les gens qui expliquent que les Gazaouis, c'est des cancers, que en réalité, il faut les tous, parce que c'est des gens très autorisés. C'est pas que des fous, enfin, c'est Caroline Fourest. Je veux dire, c'est des macronistes plus ou moins radicalisés qui expliquent de manière très tranquille. C'est parfois des élus de la nation, Caroline Yaldan, anciennement Meilleur Habib aussi. Meilleur Habib, qui expliquent de manière très, très, très tranquille que les enfants qui meurent à Gaza, c'est des victimes collatérales, que ça n'a absolument rien à voir, etc. Avec une radicalité, mais sans nom. Je veux dire, il y a une surenchère permanente. Il y a des gens qui expliquent que c'est pas un génocide parce que la population augmente. Enfin, c'est immonde. Et ce que je veux dire, c'est que c'est ça
c'est à ça que sert l'apologie du terrorisme. C'est très précis le ciblage. C'est pas que ça réprime la liberté d'expression non plus de manière abstraite. C'est ça sanctionne des positions politiques données et ça sanctionne les positions politiques qui, dans le contexte particulier, effectivement, critiquent, et Paul le disait, moi je suis d'accord, posent problème à la France. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est que s'il y avait des centaines de milliers de personnes qui étaient d'accord avec la politique internationale d'Emmanuel Macron, il n'aurait pas besoin d'utiliser l'apologie du terrorisme de cette manière. La réalité, c'est qu'il y a un décalage énorme entre la position du gouvernement français, le discours dans les médias, parce que je veux dire, les médias, c'est irregardable, quoi, et le sentiment de l'immense majorité de la population. Enfin, il y a le mouvement Palestine, mais même au-delà de ça, des gens qui ne vont pas forcément manifester précisément parce qu'il y a la répression. Moi, je discutais avec ma grand-mère qui me disait, j'allume la télé, je ne sais pas si j'ai envie de vomir ou de pleurer. Et la réalité, pardon, je finis sur ça, et j'arrête sur ça, mais l'apologie du terrorisme, en tout cas, c'est ça. C'est que ça permet de réprimer seulement un côté du débat public et bien le côté en fait qui pose problème aux intérêts français, quoi. Paul, tu es d'accord avec ce que tu viens d'entendre? Oui, mais en fait il y a un décalage effectivement entre donc ces associations, donc beaucoup sont des coquilles vides, c'est de la bouffonnerie en bande organisée, c'est ça l'expression. Enfin, c'est des gens pas très sérieux qui ont des propos etc., mais qui viennent aider à l'instrumentalisation politique de l'apologie du terrorisme, et de l'autre côté la tâche politique immense, parce que ce qu'on croit en lutte, c'est le discours du pouvoir, du gouvernement, et ça vaut surtout. C'est-à-dire que pareil, on pourrait faire le parallèle, mais sur la question de l'islamophobie, à partir du moment où vous avez des responsables politiques qui disent ça n'existe pas. Je vous rappelle qu'on a passé là dernièrement des semaines avec des gens qui le disent entre guillemets ou pas. Il faut briser le consensus qu'ils essayent de créer sur l'inexistence du génocide, de l'islamophobie, de toutes ces notions politiques que justement les gens qui sont attaqués, réprimés, essayent de maintenir dans le débat public, mais pas juste par des mots, par des luttes en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est toujours le départ à la base, c'est des individus qui se battent sur leurs propres conditions. Et il y a un décalage immense, et en même temps, moi si j'ai envie d'être optimiste, c'est justement, moi je me rappelle, quand je suis revenu de Palestine, je me suis peu investi dans le milieu pro-palestinien ici, etc., parce que je trouvais que le débat était très, on va dire, gelé autour de la question des deux États et d'espèces de répétitions un peu machinales du monde d'Oslo qui n'a jamais marché. Qui permettait aussi de ne pas se mettre en danger, notamment sur cette question palestinienne. Peut-être, mais je pense qu'il y avait vraiment aussi un décalage, encore une fois, entre le contexte sur place, où tout le monde sait très bien que Oslo était un piège et est un échec total, où 50% de la population en Cisjordanie, par exemple, a moins a une vingtaine d'années et n'a connu que la colonisation, que les horreurs de ce mode de vie, et la situation française. Et en fait, ce que je observe, c'est que, en tout cas, dernièrement, le mouvement palestinien, il a, dans la durée, ce que disait Anas, il a des phases d'intensification ou pas, mais il dure. Il n'est pas comme on l'a connu en France, des fois, où il y avait quelque chose qui se passait à Gaza, un massacre, on manifestait, puis ça s'arrêtait, etc. Là, il y a durablement un mouvement qui se construit. Deuxièmement, que les coordonnées françaises du débat se déplacent, qu'on commence à entendre parler d'autres choses, à parler d'État binational, qui est une voix portée par différentes organisations, y compris palestiniennes, depuis longtemps, que l'on commence à comprendre et à réinvestir le mot colonial aussi sur la qualification. Ceux qui connaissaient le sujet l'ont toujours fait. Mais enfin, je trouve que ça prend une ampleur, notamment dans des publics, y compris jeunes, qui est intéressante et qui, là, politiquement, c'est encore une fois quelque chose qui gêne. Donc voilà, c'était pour essayer d'être optimiste, mais sinon je suis d'accord avec ce que m'ont dit les camarades de la Révolution Varante. Anas, tu as été soutenu par LFI, mais comment juges-tu cette forme de silence ou de frilosité qui existe quand même dans la gauche institutionnelle sur cette répression des voix pro-palestiniennes? Parce que d'une part, ils sont partie prenante malheureusement ou je ne sais comment dire, mais de la loi de 2014 déjà. Le Parti socialiste ne va pas se dédire. Il a participé à la réécriture de cette loi et que en son temps, lorsqu'il était au pouvoir, il faisait la même chose. Moi, je me rappelle en 2014 la répression incroyable qu'il y avait. Enfin, Valls interdisait l'ensemble des manifestations palestiniennes. Ça, il faut jamais l'oublier. Et donc, c'est pour ça qu'ils essayent aujourd'hui d'afficher une forme de discours où comme quoi ils auraient dit déjà que c'était un génocide depuis longtemps, alors que ce dont on a connaissance, c'est qu'ils disaient dès le départ que l'État d'Israël avait le droit de se défendre. Moi, je me rappelle aussi de Marine Tondelier qui disait qu'elle avait entendu Allahu Akbar, place de la République. Donc, il y a eu de ça. Après, oui, c'est clair et net que la gauche institutionnelle, elle reste dans une position, on va dire, au centre, où ni d'un côté, elle abonde dans le sens des macronismes, et de l'autre côté, elle nous laisse prendre les coups.
et qu'au final, en vérité, moi je trouve qu'ils sont plutôt idiots d'agir comme ça, parce qu'ils voient bien que dans la radicalisation du débat politique et public, etc., qu'en réalité, ceux qui sont en train d'avancer, c'est le bloc bourgeois, c'est le bloc réactionnaire qui est en train d'avancer. La fausse social-démocratie qu'on essaye de vendre, où en fait, on pourrait encore essayer de gratter quelques acquis sociaux, on pourrait essayer de faire 2-3 petites bricoles façon Hollande et autres. Ils voient bien qu'aujourd'hui, enfin, je veux dire, quand on est dans un moment où c'est la course à la remilitarisation, c'est la course à la dissolution d'organisations politiques, antifascistes, palestiniennes, etc. Mais également la volonté, on voit comment Rotaillot est en train d'agir aujourd'hui, où ils veulent tous s'inspirer de ce qui se passe par exemple avec Trump et les prisons du Salvador, etc. Donc je veux dire que la gauche, elle est totalement mise en minorité, et elle pense que par son silence, par le fait de continuer à être totalement à l'extérieur de ce qui est en train de se passer, va leur permettre de continuer à être toujours, c'est toujours cette fameuse volonté d'être respectable, d'être la gauche respectable, etc., qui respecte quand même les institutions, qui laisse la place à la justice, etc., l'indépendance de la justice. Je suis désolé, mais l'indépendance de la justice, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'indépendance de justice, parce que tout ce dont on est en train de parler est le sous-produit de lois qui sont arrivées au Parlement et qui viennent de positions politiques défendues par des groupes politiques. Et donc, c'est pas vrai, en fait, de croire que c'est pas un juge, un matin, il s'est dit subjectivement qu'est-ce que j'ai envie de condamner, pas condamner, etc. Non, ils partent à partir de textes de loi, etc., avec lesquels ils répriment. On a parlé de la circulaire Dupond-Moretti. Qu'est-ce que c'est sinon éminemment politique? Donc, il y a quelque chose comme ça qui est en train de se passer. Moi, je veux dire un dernier truc là-dessus, il faut que les gens tirent aussi les bilans de ces fameuses alliances électorales qu'on nous ressort tous les 2 élections, où on nous dit finalement faut faire barrage au fascisme. Mais ils sont où ces gens-là quand on expulse des imams? Ils sont où ces gens-là lorsque un porte-parole d'une organisation politique qui est racisé et qui est syndicaliste aussi se fait attaquer? Ils sont où quand la jeune garde se fait dissoudre? Ils sont où quand l'urgence Palestine est menacée de dissolution, etc.? Où ils sont? Parce que si ces gens-là, en fait, ils sont censés faire barrage contre le fascisme, je pense qu'on peut tous s'entendre sur le fait qu'on n'est pas sous un État fasciste et que le macronisme n'est pas le fascisme. S'ils ne sont même pas capables de répondre à la dissolution, mais qu'est-ce qu'ils vont faire demain s'il y a un Pinochet ou s'il y a un Adolf Hitler ou je ne sais quoi? Ces gens-là, c'est eux qui vont être en première ligne. Mais ils n'arrivent même pas, en fait, à lutter contre Rotaillot. Ils n'arrivent même pas à lutter contre un gouvernement qui est ultra minoritaire, qui n'arrive même pas à faire passer un texte de loi depuis plusieurs mois maintenant. C'est ça le péché originel, c'est que ces gens dont tu parles ont été écartés du pouvoir alors qu'ils avaient fait front à l'entre-deux-tours. Paul peut-être a quelque chose à dire là-dessus aussi. Ils ont fait front et finalement Emmanuel Macron a choisi la droite. Et la droite avec des airs quand même très forts d'extrême droite. Mais oui, et aujourd'hui, enfin, je veux dire, c'était couru d'avance. Enfin, je veux dire, penser que Emmanuel Macron et que le pouvoir bourgeois allait laisser comme ça des gens sous prétexte d'une élection mettre à terre la quasi-intégralité des lois du gouvernement d'Emmanuel Macron, la réforme des retraites, etc. C'est là notre grand désaccord, notamment en tant que militant révolutionnaire. C'est qu'on ne croit pas, en fait, que sous prétexte d'une élection, le système, en fait, accepte comme ça, 5 ans après 5 ans, d'un côté tendre à gauche, tendre à droite, et comme ça. Nous, on considère qu'au contraire, la démonstration qu'on a fait aujourd'hui, par exemple, c'est qu'à travers un bloc de résistance, à travers un arc de force important, on pense qu'on est capable de faire reculer, en fait, les décisions de justice et la répression. Et que s'il y avait plein de rassemblements comme ça, parce que moi, je suis porte-parole d'une organisation politique, je suis un syndicaliste que les gens connaissent, je suis une personnalité qui est connue. Mais moi, je pense à toutes celles et ceux qui sont des anonymes et qui, eux, se font cartonner. Ils n'ont même pas une pancarte à l'extérieur qui les attend. Et c'est ça la réalité. Et que, en fait, nous, on a envie aussi, à travers ça, de montrer qu'il faudrait qu'en vrai, il y ait des rassemblements importants à chaque fois pour que ça s'arrête, pour que derrière, la justice se dise et les parquets se disent « Ah non, on arrête les gens pour la Palestine parce qu'on va avoir encore 3000 personnes là, comme on en a eu hier, avant-hier, etc. » Ça suffit. Mais tant qu'ils se disent « Bon, au pire, quand il y a Anas Kazib, on sait qu'il y a du monde, mais pour Karim, Fatima et tous les autres derrière, eux, on va continuer à les faire passer en comparution immédiate. » On continue, il me semble, déjà de procédure. Ouais.